La meilleure façon de rester pauvre, c'est d'écouter des pauvres t'expliquer comment devenir riche. Si tu comprends rien à l'argent, tu vas en subir les conséquences toute ta vie. Ceux qui suivent un peu les finances et l'économie savent que bientôt Lyon va aller à la bourse. C'est pas le rôle du gouvernement de jouer aux spéculateurs avec l'argent des contribuables. C'est facile de dépenser des millions de dollars quand c'est l'argent des autres. Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Avez-vous déjà eu l'impression que tout le monde a plus d'argent que vous, que ce soit votre ami qui part en voyage 3 fois par année, ou votre collègue qui vient d'acheter une maison, votre voisin qui s'est payé une auto flambant neuve, et vous vous demandez, ben voyons donc, comment ils font pour se payer tout ça? Et vous n'avez pas l'impression d'être pauvre, mais quand vous comparez votre vie avec celle des autres, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui cloche. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi on peut avoir l'impression que tout le monde est plus riche que nous, quand dans les faits, c'est souvent pas le cas. Et on peut commencer par la base. La majorité des gens y achètent des choses avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Et ça, c'est réellement rendu un mode de vie. Le monde utilise les cartes de crédit, les marges de crédit, les financements à 0%, les systèmes de Buy Now, Pay Later. Et tout ça, ça fait en sorte que tu peux avoir ce que tu veux maintenant, sans payer tout de suite. Et le problème avec ça, c'est que si vous commencez à vous comparer avec les autres, ce que vous regardez, ce que vous êtes capable de voir, ce sont les dépenses, que ce soit des soirées au Centre Bell, les voyages dans le sud, l'achat d'un spa dans sa cour. Souvent, tous ces éléments-là, ils sont financés par de la dette. Donc, à ce moment-là, ils n'ont pas réellement plus d'argent que vous. C'est juste qu'ils vivent à crédit. Et à ce sujet-là, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui se font prendre avec l'accès facile au crédit. Il n'y a pas juste les jeunes, il y a du monde dans trentaine, quarantaine, cinquantaine qui sont habitués de vivre au-dessus de leurs moyens. Et ils peuvent avoir l'air riches quand tu regardes, quand tu vois qu'est-ce qu'ils possèdent, mais en réalité, il y a de bonnes chances qu'ils n'ont pas une scène de côté puis qu'ils soient endettés jusqu'au cou. Au fait, dernièrement, j'ai vu un article dans un journal qui disait qu'un Québécois sur 2 est à moins de 200 $ de l'insolvabilité. Donc, la prochaine fois que vous vous comparez avec quelqu'un d'autre, avec un inconnu, mettez ça dans l'équation parce qu'il est peut-être à un imprévu près de faire une proposition de consommateur ou de faire faillite. Et ça, c'est sans compter tout le monde qui fraude le système fiscal, tu sais, des travailleurs autonomes qui passent leurs dépenses personnelles sur leur business, des gens qui ne déclarent pas tous leurs revenus ou qui sont payés au noir. Dans ce temps-là, c'est sûr que tout va bien parce que, tu sais, c'est dur à battre un taux d'imposition de 0% jusqu'au jour où Revenu Québec débarque puis que là, il commence à creuser un peu dans vos comptes bancaires. Et là, c'est sûr que ça peut faire très mal parce que tu te retrouves évidemment à devoir payer de l'impôt rétroactivement, mais il y a aussi des intérêts puis des pénalités qui s'ajoutent là-dessus. Autrement dit, une belle vie qui est financée par le mensonge, que ce soit de la fraude fiscale ou du crédit, ça finit toujours par coûter plus cher. Et dans le même ordre d'idée, j'ai pas le choix de vous parler de la course au statut social parce que il y a une grosse partie du problème qui vient de là. Si tu regardes sur Instagram, tout le monde a une belle vie. Tu vois des voyages, des autos de luxe, des soupers dans des restos, des photos de couples parfaits, mais de l'autre bord, il n'y a personne qui montre son solde de carte de crédit qui est à 22% d'intérêt. Il n'y a personne qui va faire une story quand il est en retard sur ses paiements. Au même titre que c'est rare que tu vas voir une fille poster un selfie avec un gros bouton sur le nez ou un gars qui partage une photo de lui qui est couché dans son lit et qui est malade comme un chien. Donc, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est une version filtrée et améliorée de la réalité. C'est une mise en scène et c'est sûr qu'à ce moment-là, ben, ça peut donner l'impression que les autres ont une plus belle vie parce que tu vois juste ce qu'ils veulent te montrer et non pas l'envers du décor. Donc, si tu te fies juste là-dessus, tu vas toujours avoir l'impression que soit tu es en retard ou soit tu n'as pas assez d'argent. Mais encore une fois, cette impression-là, elle repose sur des illusions que donnent les réseaux sociaux comme Instagram. Et le gros danger avec le fait de constamment se comparer aux autres, c'est que ça peut t'amener à vouloir les rattraper. Donc, tu vois quelqu'un qui s'achète quelque chose et là, tu te dis
ben moi aussi je le mérite ou moi aussi j'ai moyen de me payer ça. Et là, sans nécessairement t'en rendre compte, tu commences à dépenser pour impressionner les autres et non pas pour améliorer ta qualité de vie. Et malheureusement, la course au statut social, c'est une cause importante d'endettement pour beaucoup de personnes. Et le point que je veux mettre de l'avant dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est que la vraie richesse, elle est invisible. Il n'y a personne qui voit combien tu as dans ton compte de banque ou combien tu as d'investi dans tes placements. Il n'y a personne qui sait que tu as maximisé tes cotisations en ton CELI ou que tu as mis 50 000 dans le R3E de tes enfants. Tout ce que tu as en investissement, contrairement à un char de luxe, c'est pas visible. Le monde n'a aucune idée de tes sources de revenus passifs ou le fait que tu n'as aucune dette. Ça aussi, c'est invisible et pourtant, ben, ça te permet de bien dormir la nuit. Et le fait est qu'il n'y a personne qui se promène avec sa valeur nette étampée sur le front. Tu vois pas non plus les codes de crédit du monde sur Instagram. En fait, tout ce qu'on peut voir, ce sont les dépenses que les gens font. Et encore une fois, c'est sans savoir si c'est une location ou un achat, ou sans savoir si ça a été payé comptant ou si c'est financé. Et selon Statistique Québec, le revenu médian après impôt d'une personne, d'un Québécois, ça tourne autour de 40 000 $ par année. Mais quand on regarde autour de nous, on n'a pas toujours cette impression-là. On dirait que la majorité du monde font pas mal plus d'argent que ça. C'est juste à regarder les autos qui sont dans les stationnements, au centre d'achat ou quand tu roules sur l'autoroute. C'est-tu moi ou le 3/4 des véhicules, c'est rendu des chars à 50, 60 000. Puis là, même en présumant que c'est en location, ben ça fait des gros paiements pour quelqu'un qui gagne 40 000 $ net par année. Et c'est pas normal à ce moment-là qu'une personne mette 30% de son salaire sur son paiement de char. Bref, ça montre à quel point la majorité des gens se payent des choses qui ne correspondent pas à leurs moyens financiers. D'ailleurs, si la valeur nette des gens était quelque chose de public, votre perception de la réalité, elle serait complètement différente. Je pense qu'il y a une bonne gang qui ferait le saut puis qui se rendrait compte que le monde qui paraisse riche, finalement, ils n'ont aucun investissement, ils dépensent leur paye à mesure, puis leur carte de crédit est toujours loadée. Et inversement, ils feraient le saut en voyant du monde qui ont l'air bien ordinaire, avec une valeur nette qui dépasse le million. Les gens que je connais qui ont le plus d'argent, ils ont l'air de rien, ça porte pas du Gucci ou du Louis Vuitton, et pourtant, ça vaut 1, 2, 3, 4, 5 millions. Encore là, je suis pas en train de dire qu'il ne faut rien acheter non plus, puis tout prendre son argent pour l'investir pour sa retraite. Je pense qu'il y a un certain équilibre à aller chercher. Et l'idée, en fait, c'est plus de se gâter raisonnablement en faisant un budget pour les dépenses non essentielles, c'est-à-dire que tu attribues un montant justement pour tout ce qui est discrétionnaire. Et surtout, l'idée, c'est de faire des achats pour nous et non pas pour plaire aux autres ou pour le montrer sur les réseaux sociaux. Je peux vous donner des exemples personnels. De mon côté, tout ce qui a rapport à ma santé, ben, j'hésite pas à dépenser là-dessus. Je préfère de loin mettre 3000 $ sur un matelas que de payer le même montant pour un voyage au Mexique, même si, on s'entend, un nouveau matelas, ça donne pas des super belles photos à mettre sur Instagram. Mais en même temps, je ferai pas semblant d'être parfait non plus. Là, moi aussi, je dépense pour un paquet d'affaires non essentielles. Exemple, moi, je trippe sur les montres, donc j'en ai plus qu'une, je les collectionne, mais en même temps, je suis pleinement conscient que ma collection, c'est pas un investissement. Par contre, je fais ça pour moi parce que, comme je vous dis, je capote là-dessus, mais je fais pas ça à ce moment-là pour les prendre en photo puis les montrer aux autres sur Internet. De toute façon, je te dirais que le 90% du monde ne feront pas la différence entre une Bulova à 200$ puis une Omega à 10 000. Mais tout ça pour dire que la richesse, c'est rarement quelque chose que tu peux voir à l'œil nu. Combien la personne dépense, c'est juste ça finalement, la partie visible de l'iceberg. Mais la vraie richesse, c'est dans ce que tu ne montres pas. Donc, ton fonds d'urgence, tes placements,
ta paix d'esprit parce que tu n'as pas de dette. Et c'est ce qui fait en sorte que votre perception de la richesse des autres, elle est basée uniquement sur ce qui est visible, sans vraiment connaître l'état de leurs finances personnelles. Et il y a aussi un autre aspect qu'on oublie souvent si vous vous comparez aux autres, c'est que le point de départ, il n'est pas le même pour tout le monde. Et c'est ce qui m'amène à vous parler de la richesse générationnelle. Je donne un exemple. Votre ami qui a 28 ans, qui vient de s'acheter une maison à 750 000, pensez-vous que c'est avec son salaire de 55, 60, 65 000 par année qu'il a réussi à mettre 20% de mise de fonds? Je suis pas convaincu. Il faut savoir que maintenant, en 2025, il y a de plus en plus de jeunes qui se font aider financièrement par leurs parents, que ce soit avec un prêt sans intérêt, un don, peu importe, ça reste une aide financière. Et là, attention, prenez pas ça non plus comme une critique de ma part. Si vous êtes né dans une famille qui a les moyens de vous aider financièrement, ben tant mieux pour vous. Mais pour toutes les autres qui n'ont pas cet avantage-là, en tant que tel, vous n'êtes pas en retard, vous n'avez juste pas la chance d'être subventionné par vos parents. Et ça, c'est une autre raison pour laquelle il faut éviter de se comparer aux autres. On ne part pas tous de la même place et on n'a pas toutes les mêmes circonstances. Et finalement, il faut être honnête, dans le lot, il y en a aussi qui font réellement plus d'argent que vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que naturellement, on a tendance à se comparer vers le haut, c'est-à-dire que si vous faites 80 000 par année, ben à ce moment-là, tu ne vas pas te comparer à quelqu'un qui fait 40 000, tu vas te comparer avec celui qui en gagne 200 000. Même principe pour votre maison. Vous avez une maison à 500 000 $, ben, tu vas te comparer avec le gars qui a une résidence à 1,5 million avec l'entrée en pavé uni puis la piscine creusée en arrière. Et même principe avec votre auto. Le fait est qu'on n'est jamais comblé à 100% et ça nous pousse à vouloir des choses qu'on n'a pas. Tu sais, tu étais locataire, tu voulais une maison. Tu es rendu avec une maison, mais là, tu voudrais aussi un chalet sur le bord de l'eau. Puis là, après ça, tu voudrais avoir un bateau. Et finalement, ben, c'est l'histoire sans fin. Et ce qu'on peut oublier, c'est que la personne avec qui vous vous comparez, elle aussi, elle se compare avec quelqu'un d'autre. Même le gars avec la Ferrari, il regarde le gars qui est rendu avec le jet privé. Et c'est pour ça que l'argent et les possessions matérielles, ça peut pas être un but en soi parce que sinon, vous serez jamais satisfait. Plus on en a, plus on en veut. Et c'est plate, mais c'est souvent ça qui nous motive à travailler plus, à faire plus d'argent. D'ailleurs, quand vous vous comparez avec quelqu'un que vous considérez comme riche, vous pouvez envier ses possessions comme sa maison, son char, tout le reste, mais t'es pas jaloux de comment il s'est rendu là. Ce qu'on voit quand on regarde la vie de quelqu'un de fortuné, c'est le résultat de plusieurs années de stress, de remise en question et de sacrifice. Quelqu'un qui devient riche du jour au lendemain sans avoir pris des risques considérables, puis sans avoir travaillé comme un fou, c'est excessivement rare. L'affaire, c'est que tout le monde veut atteindre la liberté financière, mais c'est une minorité qui est prête à faire le chemin pour se rendre là. Et pour conclure l'épisode, je veux vous dire que la prochaine fois que vous vous sentez en retard par rapport aux autres, rappelez-vous que vous comparez votre réalité avec des apparences et des apparences, ben vous le savez, ça peut être trompeur. Souvenez-vous que la richesse, elle se bâtit avec l'écart entre vos revenus et vos dépenses et c'est pas combien vous gagnez qui détermine votre avenir financier, c'est combien vous en reste. Donc, tant que vous vivez en dessous de vos moyens puis que vous investissez votre argent, que vous faites travailler votre épargne, vous avancez dans la bonne direction, même si ça ne paraît pas. Donc, au lieu de vous comparer aux autres, la meilleure chose à faire, c'est de vous concentrer sur votre progression et vos propres objectifs, que ce soit d'avoir un fonds d'urgence dans 6 mois ou d'atteindre l'indépendance financière rendue à 40 ans. Et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé le contenu pertinent. J'espère que vous aimez le podcast. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.